Le président du Faso qui a pris part au sommet États-Unis-Afrique sur l'économie, la paix et la bonne gouvernance est rentré hier à Ouagadougou triomphalement. En effet, des associations de jeunes étaient à l'aéroport pour dire bon retour au pays au président Blaise Compaoré. Fièvre Ebola, les aéroports et les frontières terrestres de notre pays sont sous forte surveillance. Les autorités sanitaires veulent empêcher le virus tueur de franchir les portes du Burkina Faso. Et puis Boud Yalma, c'est une nouvelle association de chefs coutumiers qui veulent promouvoir la paix et le savoir-vivre ensemble qui a été lancée à Saba, près de Ouagadougou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est un accueil des grands jours qui a été réservé au président du Faso qui est rentré hier soir des États-Unis où il a pris part au sommet États-Unis-Afrique. Des centaines de jeunes, des structures et mouvements associatifs se sont mobilisés à l'aéroport international de Ouagadougou pour exprimer leur soutien au chef de l'État. Reportage avec Aboubakar Sagnon. 1 heure avant l'arrivée du président du Faso, le comité d'accueil, constitué de plusieurs dizaines d'associations et de mouvements de jeunes, était sur place à l'aéroport international de Ouagadougou pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État de retour de Washington où il a participé au premier sommet États-Unis-Afrique. Nous sommes là ce soir effectivement pour accueillir son Excellence Monsieur le Président du Faso parce que nous avons senti en lui un homme qui a un grand amour pour sa nation, un homme qui s'est engagé pour sa nation. Ambiance beaucoup plus sereine au salon présidentiel où attendent autorités politiques et coutumières. À 22h10, le pic du Naouri se stabilise sur le tarmac. Le président du Faso descend les marches de la passerelle. Il est accueilli par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, du président de l'Assemblée nationale et de bien d'autres personnalités, responsables de structures associatives et chefs coutumiers. À l'extérieur de l'aéroport, c'est une foule des grands jours qui ovationne le président du Faso. Tous sont venus lui témoigner de leur soutien pour ses actions en faveur de la paix, de la stabilité et de la démocratie. Avant tout, c'est notre chef d'État. Il est souverain, il a été élu par le peuple. Il est de mon devoir de venir, ne serait-ce que pour l'accueillir, parce que je me dis que c'est une deuxième fois. Une première fois, il partait à Marcoussi, je me suis dit, il partait pour un combat. Il vient de revenir d'un combat. Il va de soi que je vienne, ne serait-ce que lui dire merci. Avec le choix de cette jeunesse en faveur du président Blaise Compaoré, notre stabilité et notre progrès continu est assuré. Nous sommes venus pour exprimer notre fierté par rapport à ce qui a été fait aux États-Unis. Lorsque vous avez suivi, non seulement notre président fait partie des 5 présidents qui ont bénéficié d'un accueil spécial, et vous avez bien suivi aussi que les contrats qui ont été signés pour le Burkina, c'est-à-dire les contrats sociaux et économiques, mais pour la sous-région au niveau sécuritaire. Donc il était vraiment notre devoir de venir montrer au président, étant là, nous sommes très fiers de ce qu'il a fait pour nous. Je pense qu'un pays ne peut jamais se développer sans la paix. Un pays ne peut jamais se développer sans la tolérance. Et comme c'est un homme de paix, c'est un homme qui est tolérant, nous pensons qu'il est bien pour le Burkina Faso. Voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés ce soir. Pari réussi pour les organisateurs qui se sont dit satisfaits et fiers de cette mobilisation, signe de l'engagement de la jeunesse à accompagner le président du Faso dans ses efforts de développement du Burkina Faso. Justement, à Washington, le sommet a permis de jeter les bases d'une coopération plus accrue entre l'Afrique et les États-Unis. Blaise Compaoré, le président du Faso, tire les grands enseignements de ce nouveau cadre d'échange. Il est au micro d'Alfred Nikema et de Urbain Benito au sommet. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est d'abord l'établissement de grands liens politiques entre le gouvernement américain, donc le président Obama et les chefs d'État africains en ce qui concerne leur engagement à s'associer pour l'organisation d'un développement économique international plus équilibré.
mais aussi l'engagement des deux régions à assumer des responsabilités collectives en matière de stabilité et bien sûr de sécurité pour le continent africain. Ça, c'est la première appréciation que je fais. L'autre élément, c'est bien sûr la rencontre entre les secteurs privés des deux régions. Je crois que c'est aussi un élément fort de cette rencontre, à savoir que l'Afrique qui a besoin, sur le plan économique, davantage de résultats pour son économie, va donc, avec ce secteur privé américain qui est donné comme le plus dynamique au monde, je crois va tirer des enseignements, le secteur privé africain va bien sûr établir ici aussi des partenariats qui vont soutenir les économies africaines qui ont besoin aujourd'hui de cette ouverture pour consolider ce qui se réalise actuellement dans notre continent. À Washington, toujours, le président du Faso a initié une rencontre entre opérateurs économiques burkinabés et investisseurs américains. Sur les fondements de cette opération de charme, Blaise Compaoré précise ses intentions, toujours au micro de Alfred Nikiema et de Urbain Benito au sommet. Alors, je pense qu'on se rend compte tout simplement que dans ce monde, une économie nationale ne peut grandir, ne peut être forte et durable que si elle est ouverte aussi. Parce qu'il faut aller se projeter dans la compétition mondiale, il faut aller chercher des idées ailleurs, il faut aller partager des marchandises, des compétences, comme on le dit. Et cela, il n'y a pas un espace aussi idéal que les États-Unis où l'on peut trouver les meilleures pratiques dans les différents secteurs de l'économie. Et je crois qu'il était bon que nous puissions encourager notre secteur privé à se rapprocher de ces hommes d'affaires d'Amérique pour mieux comprendre aussi comment ils sont arrivés à ce stade, mais aussi les opportunités que leur offre justement cette collaboration, ce partage avec les Américains. En effet, une forte délégation d'hommes d'affaires burkinabés était présente à Washington pour ce sommet États-Unis-Afrique. Ces hommes d'affaires de notre pays ont eu de nombreux contacts fructueux dans plusieurs domaines de l'économie et des investissements. Alfred Léopold Nikiema et Urbain Benito Sommet ont recueilli leurs commentaires. De nombreuses entreprises burkinabées ont fait le déplacement de Washington pour discuter affaires avec les hommes d'affaires américains. Tout secteur de l'activité économique confondu, elles ont invité les investisseurs américains à profiter de l'environnement favorable grâce aux nombreuses réformes entreprises par l'État burkinabé. À l'occasion, le président du Faso, qui soutient fortement cette initiative, a rassuré la partie américaine quant à la poursuite des réformes en faveur des investissements. L'économie du Burkina est de modèle libéral. Les réformes que nous avons opérées ont conduit à la libéralisation de l'économie et à la promotion du secteur privé comme moteur de la croissance et du développement. Il en est résulté l'ouverture des principaux secteurs d'activité au privé, télécommunications, énergie, transport aérien, mines, banques, assurances, etc. L'ouverture totale aux investissements étrangers directs, la libéralisation du marché du travail consacrée par l'adoption d'un code du travail qui donne à l'employeur la maîtrise de la gestion des ressources humaines de son entreprise. La déréglementation des prix, à l'exception de ceux des hydrocarbures. La suppression des monopoles, la privatisation des entreprises de l'État et la libéralisation des marchés. C'est en reconnaissance de ce caractère libéral que dans le classement de l'indice de liberté économique, Index of Economic Freedom, publié par le Wall Street Journal, le Burkina Faso figure parmi les 10 premiers pays africains vivant un modèle d'économie libérale.
L'économie du Burkina évolue dans un climat des affaires en général et un climat des investissements en particulier rendu très favorable et en constante amélioration. Satisfaction évidente des hommes d'affaires burkinabés qui apprécient très positivement la démarche du chef de l'État. Le Burkina est un pays différent de tous les autres parce que le chef de l'État aujourd'hui s'implique pour pouvoir amener les hommes d'affaires américains dans notre pays. Moi je remercie le chef de l'État et l'ensemble des gouvernements. Aujourd'hui nous avons 10 ministres ici. Et nous autres hommes d'affaires qui organisons des rencontres d'affaires et que nous avons le plus haut responsable de l'État avec 10 ministres de son gouvernement qui viennent vendre le Burkina, chapeau. La présence physique du chef de l'État avec toute sa suite rassure les partenaires et là c'est une initiative en tout cas que nous saluons et c'était une occasion pour nous de pouvoir nous insérer dans le circuit pour que les gens se rendent compte que c'est des projets sérieux. Effectivement, quand le chef de l'État est là, c'est un feu vert pour nouer des partenariats. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a elle aussi salué la constante présence du chef de l'État aux différents forats qui mobilisent de plus en plus d'investisseurs au Burkina Faso. Et puis Blaise Compaoré a prodigué de conseils, demandé plus d'audace aux hommes d'affaires burkinabés pour prospecter d'autres marchés. Le bilan du séjour recueilli au micro de Alfred Nikema et de Urbain Benito Somé. Bien, je voudrais d'abord remercier son Excellence le Président du Faso qui, dans toutes ses grandes missions, vraiment a choisi maintenant de faire un espace pour les opérateurs économiques. Nous l'avons eu déjà à Singapour, à Montréal, au Canada, donc ça a été aussi le cas. Aujourd'hui à Washington, il faut dire que de plus en plus, il faut que le Burkina Faso puisse améliorer sa balance commerciale. Nous pouvons faire de bonnes affaires au Burkina, nous pouvons commercer à l'intérieur, mais il faut davantage que nous ayons la capacité d'aller sur le marché sous-régional d'abord de la CEDEAO, mais aussi d'aller plus loin. Sinon, toutes nos productions, nos transformations ne pourront pas trouver un accès aux différents marchés. C'est pour cela que nous voulons saluer cette présence ici et dire que nous avions en tout cas mené plus d'une trentaine d'opérateurs économiques. Quand on regarde les statistiques des B2B, nous pouvons dire qu'il y a plus de 80% des opérateurs qui ont pu quand même avoir des entretiens. Maintenant, ce sur quoi nous devons insister, sur lequel nous a instruit, c'est le suivi. Comment faire en sorte qu'ils puissent avoir un accompagnement toujours, parce que ce n'est pas évident chaque fois de se retrouver sur des terrains inconnus comme les États-Unis pour faire de bonnes affaires. Donc nous allons nous y atteler avec la Chambre de commerce pour faire ce suivi-là. Alors le bilan qu'on peut tirer, c'est d'abord d'avoir amené les hommes d'affaires burkinabés à découvrir pour un grand nombre les États-Unis et les possibilités qu'offre ce pays, ce grand pays. Alors vous savez que traditionnellement nos hommes d'affaires sont orientés vers l'Europe et particulièrement l'Asie ces derniers temps. Alors dans le cadre de notre contact, nous ne sommes pas contentés seulement d'assister à l'US Business Forum ou aux différentes rencontres en marge qui se sont tenues aux côtés de la conférence des chefs d'État, mais nous avons organisé particulièrement une rencontre des hommes d'affaires burkinabés avec des hommes d'affaires américains. C'est à ce niveau que nous avons pu réaliser, je dirais, des contacts assez sérieux et des contacts, je dirais, promoteurs sur une centaine de contacts d'échanges que nos hommes d'affaires ont eus. Ils étaient au nombre de 25. On peut dire qu'il y a au moins 57 contacts qui méritent d'être poursuivis et qui peuvent donc aboutir sur des résultats. Et globalement, 80% des hommes d'affaires qui sont venus à cette mission sont satisfaits et comptent donc poursuivre les contacts à partir de Washington, mais également à Philadelphie où nous devons nous rendre très bientôt. C'est vous dire que globalement le bilan a été positif pour nos hommes d'affaires qui viennent certains pour la première fois et d'autres sont à leur deuxième ou troisième voyage. Et puis à Ouagadougou, les députés membres de la Commission des finances et du budget en mission d'information sur les transferts de compétences et de ressources aux collectivités territoriales. Ils étaient pour cela dans les communes de Koudougou et de Imasgo. Le reportage est signé Sylvain Vebamba. Basé principalement sur des rencontres d'échange avec les acteurs de terrain impliqués dans les questions de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales, Koudougou et Imasgo dans le Boulkiemde
ont servi de cadre de travail aux députés de la Commission des finances et du budget pour cette première étape de la mission dans la région du Centre-Ouest. L'objectif de cette mission, c'est de faire l'état des lieux de la décentralisation, voir avec les acteurs sur le terrain quelles sont dans la réalité les compétences transférées à ces collectivités, les ressources, les problèmes qu'ils rencontrent dans la gestion quotidienne de cette décentralisation. Des entretiens ciblés à Koudougou avec les services déconcentrés de l'État concernés par le sujet, le Conseil régional du Centre-Ouest, le Conseil municipal de la ville de Koudougou et à Imasko, avec le Conseil municipal de cette commune rurale, ont été instructifs pour les parlementaires. Alors nous avons pu, au niveau du Centre-Ouest, constater l'effectivité du transfert donc, de ces compétences, ces ressources. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés, mais ce qui est satisfaisant, c'est que les acteurs locaux se sont appropriés le processus. Si le Conseil des ministres en sa séance du 16 juillet dernier a porté à 11 le nombre de domaines transférés, le processus entamé depuis 2009 a jusque-là concerné quelques domaines selon les collectivités. Les domaines qui nous ont été transférés, c'est l'éducation, la santé et eau, hygiène et assainissement. Au niveau des régions collectivités territoriales, et jusque-là, nous attendons les mesures d'accompagnement et pour permettre l'effectivité de ces transferts. Des transferts qui ne se sont pas faits sans difficulté pour les différents acteurs qui saluent l'initiative de la Confib. Les communes sont devenues comme des maîtrises d'ouvrage, alors que forcément elles n'ont pas été préparées à ça du point de vue du personnel, d'un certain nombre de paramètres. En termes de transfert, il y a des blocs effectivement qui ont été transférés, mais il reste entendu qu'il y a des difficultés. C'est donc nanti d'un paquet d'informations à la fois sur les domaines, les compétences et les ressources transférées que la délégation a poursuivi sa mission. L'étape de Koudougou nous permet de dire qu'il faut une synergie d'action, que cette synergie d'action soit engagée fermement par l'ensemble des acteurs. D'abord, la volonté politique doit être plus accrue. Ensuite, le gouvernement, à travers les ministères chargés de transférer ses compétences et ses ressources, doivent s'impliquer davantage. Et enfin, au niveau de la base, il faut que les collectivités territoriales et les services déconcentrés arrivent à s'entendre sur un minimum. Articulée en deux axes, cette mission d'information parlementaire concerne les régions du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins. Santé à présent, le gouvernement burkinabé prend des dispositions pour éviter l'entrée de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Des dispositifs sécuritaires ont été installés donc dans les aéroports et dans les frontières terrestres. Ce sont des mesures de prévention. Notre pays n'a enregistré aucun cas de virus Ebola en ce moment. Reportage signé Bouma Ernest Nebier. Pour éviter que le virus Ebola qui sévit actuellement dans certains pays de la sous-région ne rentre au Burkina Faso, le ministère de la Santé renforce son dispositif sécuritaire au niveau des frontières et dans les aéroports du Burkina. Il faudra renforcer donc la surveillance à toutes les frontières avec les dispositifs des thermomètres à laser pour qu'on puisse effectivement capter les températures et suivre les patients, mais également aussi des fiches d'information beaucoup plus renseignées lorsqu'il s'agit de personnes qui viennent de zones où il y a le risque effectivement que nous puissions être touchés. Le dispositif sécuritaire au niveau des aéroports qui était basé seulement sur le contrôle du carnet de vaccination des passagers qui entrent au Burkina a été renforcé par d'autres dispositifs plus efficaces. Le dispositif de renforcement s'est fait en sorte que nous avons installé dès l'arrivée des passagers, que ce soit leur destination, qu'à l'entrée de la porte, là, on les invite à prendre une solution désinfectant pour les mains. Ensuite, ils passent au contrôle poste pour le carnet de vaccination avant d'évoluer vers le poste de contrôle police arrivé. À ce niveau, pendant que l'agent de police vérifie les documents de voyage, passeports et autres, l'agent de santé va communiquer avec le passager afin de prendre sa température avec un thermomètre laser.
Et c'est un thermomètre la température se prend à distance entre 5 et 15 cm sur la tempe du passager. Et lorsque nous avons une température qui est supérieure ou égale à 38,5 degrés, nous allons inviter ce passager à rejoindre le poste de santé où un médecin va faire un entretien plus approfondi avec lui, avec une fiche d'entretien, afin de voir si, en dehors de l'argument de température, nous avons d'autres arguments cliniques en faveur d'un cas suspect d'Ebola. Lorsque le passager contrôlé est suspecté, il est évacué rapidement par une ambulance vers un centre aménagé pour une prise en charge. À Ouagadougou, le site se trouve à Yagma. Et une fois arrivé ici, il y a une équipe médicale de veille 24/24 qui reçoit les cas suspects pour directement les admettre dans des chambres de mise en observation. Vous avez dû voir qu'il y a des chambres d'1 place, de 2 places, mais également de 4 places. Donc toute l'équipe est prête pour accueillir tous les cas suspects qui arriveront ici. Et ici, l'équipe est préparée pour arriver à faire en sorte que les procédures de désinfection, mais également de prévention des infections, pour éviter que ce cas ne contamine les agents de santé, mais également que ses accompagnants et tous ceux qui tourneront autour pendant ce cas-là ne puissent pas se contaminer, sont respectés, et l'équipe a été briefée dans ce sens-là. Avant tout, le ministère de la Santé invite les populations à observer les mesures d'hygiène et à signaler tout cas suspect. Notons que les centres de prise en charge existent dans toutes les régions et le souhait de tous est que ces centres ne gagnent pas de pensionnaires. Et puis une affaire assez étrange, des faux médecins exercent tranquillement dans certaines formations sanitaires de notre pays. Et ils ont été appréhendés, ces indélicats personnages ont été confondus et font face à la justice. C'est une action conjuguée entre l'ordre des médecins et les services de sécurité qui a permis d'arrêter les faux médecins. Le reportage est signé Lazare Pouya. Vous le savez déjà à travers les médias de la place, 2 médecins français qui exerçaient dans un centre médical à Ouagadougou ont été interdits d'officier leur service aux populations. C'est une interdiction qui émane du Conseil régional de l'ordre des médecins de Ouagadougou. En fait, il ne s'agit pas de radiation puisqu'ils n'ont jamais été inscrits au tableau de l'ordre des médecins. Ils ont demandé une inscription et nous n'avons pas encore donné une conclusion et ces médecins ont exercé. Et c'est suite à un certain nombre de mésententes que nous avons porté connaissance à l'ensemble de la population et des partenaires que ces 2 médecins sont interdits d'exercer, comme le dit la loi, l'article 37, 38 et 39 de la loi portant création de l'ordre des médecins interdit toute pratique de la médecine si toutefois on n'a pas rempli ses obligations de se faire inscrire au tableau de l'ordre, bien sûr avec d'autres obligations y compris. Ces 2 médecins français, hommes et femmes, tous généralistes, n'avaient pas reçu l'avis favorable du Conseil d'exercer leur profession au Burkina. Ça fait depuis le mois de février que nous avons reçu leur demande d'inscription ou leur demande d'autorisation temporaire d'exercer. Et nous avons exigé des préalables, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter l'exercice de la profession dans une structure qui n'a pas rempli toutes les formalités administratives pour exister. C'est pour cela que nous avons mis leur dossier en stand-by attendant ces documents pour leur autoriser temporairement d'exercer la médecine. L'article 37, par exemple, stipule que nul ne peut exercer la profession de médecin au Burkina Faso s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Dans leur investigation, le professeur Chalmaï Ouedraogo et son équipe, installés au mois de novembre 2013, ont également démasqué un faux médecin venu d'un pays voisin. Ce dernier, qui serait un non-médecin, aurait volé le diplôme d'un vrai médecin malien. Nous avons pu démasquer un faux médecin qui a été interpellé, qui a été jugé et dont le verdict est tombé hier. Celui-là s'appelait Dabo Chérif. Il a vu plus de 4000 malades à Ouagadougou ici depuis septembre 2011 et c'est suite à des plaintes de diverses personnes médecins parce que des ordonnances émises par ce monsieur enregistraient des médicaments tout à fait contradictoires et donc nous avons demandé à cette personne de s'inscrire au tableau de l'ordre. Et c'est en fournissant les pièces que nous nous sommes rendus compte que cette personne a utilisé les diplômes
d'un médecin malien pour pouvoir exercer la médecine au Burkina Faso. Cette personne n'avait jamais fait la médecine. Le vrai Dabo Chérif est un médecin malien installé au Mali et régulièrement inscrit au Conseil national de l'ordre du Mali. Ce faux médecin se passait pour un rhumatologue. Et au regard de ce qui précède, le Conseil régional de l'ordre des médecins de Ouagadougou a déposé une plainte. La justice en est saisie du dossier et le faussaire a été jugé et condamné le 6 août dernier. Le parquet l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement ferme, assorti d'une exclusion du territoire pour environ 10 ans, je crois, et à payer des amendes à l'ordre des médecins. Donc nous allons poursuivre ce type de travail pour pouvoir protéger la population. Pour les 2 premiers médecins français qui ont été interdits d'exercer leur métier au Burkina Faso, nous avons voulu savoir si la situation pourrait évoluer autrement. Nous attendons des préalables. Pour l'un, nous avons déposé une plainte et pour l'autre, c'est une interdiction. Déjà, si vous avez exercé sans notre autorisation, malgré une interpellation, même si vous remplissez les formalités, nous apprécierons votre dossier avec beaucoup de réserve parce que vous avez déjà fait l'objet d'une forfaiture et nous ne sommes pas d'accord. Face à ces 2 situations, le président du Conseil régional de l'ordre des médecins de Ouagadougou invite les populations à la vigilance et les demande du même coup de dénoncer tout cas suspect de médecins exerçant à Ouagadougou. Et puis une mission du ministère en charge de l'agriculture était dans les localités de Kaya et de Bousma dans la région du centre-nord. La mission est allée voir comment se faisait la mise à la disposition des agriculteurs des intrants à prix subventionné. Le reportage porte la griffe de Adama Koulibaly. Ces producteurs, documents en main, sont venus se procurer de l'engrais mis à leur disposition à prix subventionné par l'État. Une opération qui vise à accroître la productivité des surfaces emblavées. Cette opération se déroule sur tout le territoire national à l'image des localités de Kaya et de Boussouma dans la région du centre-nord où le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire s'est rendu pour prendre le pouls de cette activité. Nous pensons que l'opération se déroule très bien. Nous avons aujourd'hui mis à disposition environ 14 000 tonnes d'engrais aux producteurs sur une prévision d'environ 27 000 tonnes. Mais les déficits en termes de quantité livrée sont liés à des retards de livraison des fournisseurs, mais aussi à la longueur même de la procédure des marchés publics. Pour cette opération de la saison agricole 2014 qui a débuté au mois de mai, la difficulté essentielle demeure la quantité disponible au regard des besoins. L'opération se passe très bien. Nous collaborons avec Agrodia qui est tout le temps disponible. C'est vrai qu'il y a des activités qui parfois fait qu'on n'a pas le même programme. Mais si nous convoquons les producteurs, nous établissons les fiches et après eux ils peuvent aller au niveau du magasin pour voir Agrodia. Seulement souvent l'engrais n'est pas suffisant. Et aussi il y a le retard dans l'arrivée des intrants qui fait que souvent il y a des problèmes. Pour ces différents producteurs, cette opération est une aubaine qui mérite d'être saluée à sa juste valeur. L'engrais que l'État met à notre disposition coûte sur le marché entre 23 000 et 23 500 francs. Ici, nous l'avons à 13 500 francs. Cette opération nous soulage beaucoup et nous ne pouvons que remercier les autorités. Ces présentes distributions constituent pratiquement les dernières vagues au regard de la saison agricole déjà avancée. Et puis les chefs coutumiers de la commune rurale de Saba dans le Kadiogo ont créé un cadre d'expression réunis au sein d'une association dénommée Boudi Alma. Ces gardiens de la tradition entendent par cette structure contribuer efficacement au dialogue social et à la consolidation de la paix dans notre pays. Reportage signé Maxime Zongo. C'est à Gampela, dans la banlieue est de Ouagadougou, que les membres de l'amicale des responsables coutumiers de la commune de Saba ont convié le public et les autorités pour présenter officiellement leur nouvelle structure. Boudi Alma, selon son président, a pour objectif d'œuvrer à la promotion des valeurs culturelles positives,
de contribuer au renforcement de la fraternité et la solidarité entre les communautés et surtout de favoriser le dialogue social indispensable à la cohésion et à la consolidation de la paix. D'abord, nous voulons nous rapprocher afin de partager nos expériences. Cette solidarité, le Moho Naba du reste, nous l'a toujours recommandé. Ainsi, nous pouvons être toujours de bons conseillers auprès de la population. Lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que le mariage forcé, l'excision, les violences faites aux femmes et soutenir l'État et la société civile dans la conduite des projets et programmes de développement, voilà également des fronts sur lesquels l'amicale entend s'y investir sans réserve. Étant dans leurs responsabilités, nous avons trouvé que cette responsabilité et cette initiative viennent accompagner et soutenir toutes les actions prônées par le président du FASO. C'est un bureau composé d'une dizaine de membres avec à sa tête le Go Naba Salsé qui a la responsabilité de conduire à bien cette nouvelle structure. L'amicale a reçu officiellement des mains des autorités à l'occasion leur récépissé de reconnaissance. La CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, en collaboration avec le ministère de la Défense et des anciens combattants, organise dans la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso un séminaire de formation sur le traitement des dossiers de pension. Environ 50 acteurs de la gestion des ressources humaines issus des différentes entités de l'armée à Bobo vont renforcer leurs capacités en matière de gestion des dossiers de pension avec efficacité. Le reportage est signé Moumouni Barou. Après les garnisons de Kaya et de Ouagadougou, c'est le tour de celle de Bobo-Dioulasso d'abriter un séminaire de formation sur le traitement des dossiers de pension. À cette occasion, les acteurs de la gestion des ressources humaines des forces armées de la 2e région militaire, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des forces aériennes prennent part à la rencontre. Toute chose qui leur permettra de s'entretenir avec les émissaires de la CARFO, Caisse autonome des retraites des fonctionnaires, afin de découvrir davantage le fonctionnement de cette institution. Nous avons depuis un certain temps quelques difficultés dans le traitement de nos dossiers qui connaissent de plus en plus certains retards. C'est pour cette raison que nous avons essayé de voir avec la CARFO pour pouvoir remettre les circuits en place, permettre à notre personnel de mieux comprendre les processus de la CARFO et de pouvoir mieux gérer les dossiers de pension qu'ils ont pour nous permettre de réduire les délais de traitement des dossiers de pension au niveau de la CARFO et permettre aux militaires qui partent à la retraite de pouvoir bénéficier très rapidement de leur pension de retraite. Quant au module dispensé, il s'articule autour des lois des régimes de retraite et des risques professionnels. C'est toute la loi, tout ce qu'il faut faire pour qu'un dossier, les éléments constitutifs des pièces pour avoir une pension de retraite, une pension de réversion, soit connue de tous. Et comment on calcule et comment on détermine le nombre d'années de service. C'est ça la loi 47. En ce qui concerne la loi 42, c'est comment faire sa déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Et dans tous les cas, il faut qu'au bout de la formation, chacun des GRH soit au parfum de la chose. Durant 48 heures, des acteurs de la gestion des ressources humaines de l'armée, au nombre d'une cinquantaine, devraient renforcer leurs capacités pour mieux gérer les dossiers des retraites. Réussir à créer et faire vivre une entreprise à partir de peu de moyens. Batian Prosper Nia, Pierre Guissou et Martin Cabré ont reçu le pari. Les entrepreneurs sont satisfaits de leur performance tant leurs entreprises tournent bien. Vous voyez le dossier signé Bouma Ernest Nebier. Ce photographe est un étudiant qui a une maîtrise en droit à l'université de Ouagadougou. Il se nomme Prosper Batian-Nian, mais tous ses clients l'appellent Pasteur Photo pour la qualité des photos qu'il fait. J'apprécie beaucoup sa façon de travailler, sa promptitude, son exactitude et surtout sa qualité de travail. Lorsque vous regardez la photo, vous avez l'impression comme si elles sont tombées du ciel, quoi. Bon, on m'a indiqué le lieu
Et on m'a dit aussi que les photos là sont bonnes et puis les prix là sont abordables. Comment a-t-il débuté ce métier et avec quels moyens? C'est les situations de la vie qui m'ont poussé à me retrouver dans la photographie. Je suis arrivé à l'université, il n'y avait aucun moyen pour financer mes études. Je suis venu à l'université avec 250 francs dans ma poche. Mon rêve, c'était de vendre mon vélo pour m'inscrire. Au départ, ce n'était pas du sérieux comme ça, on cherchait juste l'argent des tickets. Mais petit à petit, je me suis retrouvé dans quelque chose d'un peu plus grand. L'entreprise de Pasteur Photo marche bien. Il fait toutes sortes de photos. Ses clients viennent de partout. Des établissements scolaires, des ONG, des départements ministériels, voire de la présidence du FASO. Des institutions comme l'OMS et l'UNICEF sollicitent aussi ses services. Il a embauché des étudiants qui l'aident à travailler et à acheter une voiture pour faciliter ses déplacements. Aujourd'hui, c'est un homme comblé. Quand je me suis retrouvé dans ce que j'appelle maintenant une entreprise, sincèrement, je n'envie pas un fonctionnaire ou bien quelqu'un qui travaille dans le privé. Et il n'y a rien de tel que de travailler pour soi-même. Et je peux dire, depuis la première année jusqu'à maintenant, 100% de mes études sont financées par mes activités. Et au-delà maintenant de mon propre soutien, mon propre financement, j'arrive à financer souvent les parents, les projets de certains frères et sœurs. Lui est un génie mécanicien qui, après plusieurs années de recherche dans le domaine de la mécanique, s'est installé ici à Gunguin, à son propre compte, où il gagne sa vie à travers la mécanique et surtout la vente des lubrifiants. Des produits que l'on met dans le carburant et dans l'huile de vidange pour entretenir les moteurs des voitures et des motocycles. Dans ma recherche, j'ai trouvé des produits qui peuvent permettre que les gens vidangent moins tout en conservant assez longtemps leur véhicule. Ce sont des produits Easy, produits qu'on met dans le carburant pour nettoyer tout le système de carburation et des produits qu'on met aussi dans l'huile de vidange pour sauvegarder, limiter les usures des pièces de vos moteurs et afin de les rendre plus durables. Il a conçu une machine qui permet de démontrer sur place l'efficacité des produits, des lubrifiants qui empêchent l'usure des pièces du moteur. Il faut dire que vous vidangerez très rarement. Quand vous prenez une moto, si vous mettez cette huile, minimum 3 mois pour vidanger, jusqu'à 6 mois vous pouvez vidanger. Si c'est un véhicule, c'est 1 année pour vidanger, à au moins 20 000 km. Ici, nous sommes dans l'atelier de Martin Cabré, situé au sud du ministère des Affaires étrangères. Voici les produits qu'il vend. Des pintades, des pingouins et des oiseaux fabriqués tous les jours par lui-même à base d'argile et de peinture. Selon lui, c'est un métier qu'il a commencé à Ouagadougou depuis fort longtemps. Bon, moi, j'ai commencé le travail là, en 1978. Je travaille pour moi-même. Ça, c'est 5 000 francs. Donc, il y a 4 000 francs. Et puis, cette taille-là, c'est 2 000 francs. Donc, il y a 3 tailles de 3 000. Taille de 3 000, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de tailles. Ses potentiels clients viennent de l'étranger, surtout de l'Europe. Marié et père de 2 enfants, ce métier lui permet aujourd'hui de se prendre en charge et de faire face aux besoins de sa famille. Vraiment, avec le travail là, j'ai reçu beaucoup pour aider mon vie là. Vraiment, je suis content avec mon travail là. Comme quand les gens ils disent que c'est bon travail, c'est ça la même. Je suis content avec mon travail. Fier de son travail et de sa clientèle, Martin Cabré invite tous ceux qui sont handicapés moteurs comme lui à entreprendre et à tourner dos à la mendicité. Et en la matière, on n'a pas forcément besoin de gros moyens pour commencer. Comme le dit l'adage, tout ce qui est mûr a mûri lentement. Oui, sûrement. Ceci dit, après 2 jours d'échange, le forum régional des jeunes des Hauts-Bassins a pris fin ce vendredi à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre qui se tient en prélude au forum national des jeunes à Gawa visait à recueillir les préoccupations de cette frange de la population de la région. Elle a donné lieu à un échange direct entre cette jeunesse et les autorités locales. Le reportage est signé Ouidia Rokia Sanou. Ils étaient tous là, chefs de service déconcentrés
concentré, directeurs d'institutions et autorités locales à l'écoute des jeunes des Hauts-Bassins. Un dialogue direct qui a permis à ces 200 représentants des jeunes du Kénédougou, du Houé et du Tuy de vider leurs sacs. La santé, l'éducation, la voirie, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, la sécurité, bref, presque tous les domaines ont été abordés. En grande partie, vraiment, on est satisfait parce que ce que nous souhaitons vraiment savoir, je pense que les autorités sont venues nous éclairer, donc on est satisfait. De ces 2 jours d'échange, il ressort 5 recommandations. La construction de centres de formation professionnelle, la facilitation de l'accès des groupes spécifiques au crédit, le regroupement des mouvements et associations de jeunes en union ou en fédération, la redynamisation des centres d'écoute et de dialogue de jeunes et l'accélération des travaux de construction du barrage de Samandeni. Ces recommandations sont pertinentes. En fait, elles reflètent les préoccupations de la jeunesse. Il y en a qui s'adressent au niveau régional. Voilà pourquoi nous avons recommandé que ce dialogue-là s'instaure. Nous avons des techniciens qui vont les étudier et nous proposer la faisabilité. Et nous allons ensemble chercher les voies de solution pour les mettre en œuvre. Si on n'avait pas foi, à quoi bon se réunir? Avant, il n'y avait même pas un ministère de la jeunesse. C'est la résultante d'un certain nombre de rencontres des jeunesses, des associations de mouvements de jeunesse qui ont contribué à créer ce ministère de la jeunesse. Il n'y a pas un fonds qui répondait effectivement aux aspirations de la jeunesse tel qu'un fonds, tel que le FEJ. Et tout doucement, au fur et à mesure, si on fait 10 recommandations et que sur les 10, 2 passent, on n'a pas perdu. En retour, les jeunes des Hauts-Bassins se sont engagés à respecter et à faire respecter les valeurs civiques dans un contexte de montée de l'incivisme au Burkina Faso. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Centre-Ouest a organisé le samedi 19 juillet une journée de l'excellence. Les enseignants et les élèves qui ont donné les meilleurs résultats ont été récompensés. Reportage signé Jonas Wemba. Bonne moisson pour ces élèves de CM2 des écoles primaires publiques et privées de la région du Centre-Ouest qui ont su tirer leur épingle du jeu lors des examens du certificat d'études primaires CEP de juin dernier. L'initiative est de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui entend par ce geste encourager élèves et encadreurs pour leurs performances enregistrées. Aujourd'hui, je viens d'avoir un vélo. Je suis très heureux de remercier les parents qui m'ont apporté leur contribution. Je m'engage de bien travailler quand je serai en classe supérieure. Je suis très contente du prix que je viens de recevoir et je remercie le bon Dieu pour cette grâce. Courage à tous les enseignants et persévérer dans votre tâche. Le taux de réussite au CEP dans la région est passé de 60,11% en 2010 à 78,77% en 2014. Et le gouverneur Marie-Désirée Chantal Boni demande davantage aux acteurs du monde éducatif d'œuvrer pour hisser encore plus la région au sommet de l'excellence. Nous tous qui sommes ici ce matin, nous nous mirons dans ces résultats et je remercie chacun individuellement et collectivement pour la conjonction d'efforts. Il y a une initiative qui a été lancée, notamment une opération de collecte de fonds pour appuyer la prise en charge des encadreurs et des élèves pendant les examens. Nous avons atteint ce taux grâce au travail des élèves, des enseignants et des encadreurs, surtout aussi des parents. Mais nous pensons que les efforts seront maintenus. Nous devons travailler quotidiennement à être toujours excellents. Cette célébration régionale de l'excellence à travers des attributions de prix aux acteurs du domaine de l'éducation de base marque la fin de l'année scolaire 2013-2014. Les élèves ont rehaussé l'éclat de la cérémonie par des chants et des mains. La société minière Somita SA vole au secours des populations de Bouroum. Elle a offert hier samedi une ambulance d'une valeur de 25 millions de francs CFA aux populations. Compte rendu signé Nathalie Sawadro Nabaloum.
Fini les difficiles corvées liées aux évacuations sanitaires dans la commune rurale de Bouroum dans le Namentenga. Cette ambulance flambant neuve d'une valeur estimée à 25 millions de francs CFA est le cadeau de la société minière Somita SA à la population de Bouroum. Une action de portée sociale qui vise essentiellement à l'amélioration des conditions de vie et de travail de la population. Alors, nous faisons bien sûr cela dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Nous sommes conscients qu'il faut aider, qu'il faut vivre en très bonne relation avec les communautés. Une ambulance qui vient à point nommé pour les bénéficiaires. Auparavant, quand il s'agissait d'accouchement ou d'évacuation du malade à Kaya, on avait des difficultés, mais aujourd'hui ces problèmes sont résolus. Notre commune vraiment encerclée par de bas-fonds d'eau, également nous sommes distants des centres de santé. Beaucoup de centres de santé et cette ambulance va vraiment nous permettre d'évacuer nos femmes enceintes, également des malades, parce qu'au départ nous venons d'appeler chaque fois au Kaya, Togouli, de venir nous aider en secours. Saluant à sa juste valeur ce geste d'une haute portée humanitaire, le député Théodore Zambende a exprimé sa gratitude et celle de la population à l'endroit du donateur. Il a invité la population à entretenir une relation saine avec les responsables de Somita, toute chose qui va leur permettre de collaborer franchement pour un devenir meilleur de la localité. Il les a par ailleurs invités à bien prendre soin du jeune. Une autre ambulance encore, mais pour la commune rurale de Komtoega dans la région du centre-est. La remise de ce moyen d'évacuation va soulager les populations de cette localité. C'est un geste du gouvernement burkinabé à travers le programme d'appui au développement sanitaire au Burkina Faso en faveur d'une meilleure prise en charge sanitaire des populations, surtout rurales. Reportage de Badaniel Kambo. Sur ce lit d'hôpital, cet enfant souffre d'un cas de paludisme grave et pourrait nécessiter d'une évacuation dans les heures qui suivent dans un centre de santé de référence en ce qui le concerne, le centre hospitalier régional de Tenkodogo. Nous sommes au centre de santé et de promotion sociale de Komtoega, commune rurale située à 1 km de la capitale de la région du centre-est. Pour une telle opération d'évacuation avant, c'était la croix et la bannière, les deux ambulances du CSPS de Komtoega étant sur cale. Il faut dire que cette ambulance est arrivée en tout cas à une très bonne période, parce que dans ces derniers jours même, on a des difficultés pour évacuer nos malades vers Garango et vers Tenkodogo, parce que ces ambulances sont amorties. Et on est très content que c'est une nouvelle ambulance qui va vraiment nous aider à évacuer les malades de l'ensemble des CSPS de cette commune, pour quand même pas les autres CSPS vaginales. Ce geste, qui vient soulager les populations de cette localité du centre-est, est un don du programme d'appui au développement sanitaire au Burkina, mis en place par le gouvernement burkinabé en faveur de la prise en charge sanitaire des populations. Le transport des malades dans les villages, dans les villes, posait beaucoup de problèmes. Si bien que le ministère de la Santé a mis en place un programme qui a permis de doter chaque district sanitaire, et il faut dire que nous en avons 63 dans notre pays, chaque district sanitaire a reçu au moins une ambulance. Chaque hôpital régional ou universitaire ou national a reçu au moins une ambulance. Et chaque direction régionale de la santé aussi a reçu une ambulance de réserve. La remise de l'ambulance aux responsables du CSPS a été faite en présence des autorités locales qui disent être prêts à les accompagner dans la gestion et l'entretien. Nous allons faire le conseil municipal, en tout cas avec les structures déconcentrées et puis communautaires également, ensemble avec la population. Nous allons faire de sorte, en tout cas pour que ça puisse servir toute la population de Komtoega et même au-delà de Komtoega. La région du centre-est bénéficie de plus d'une vingtaine d'ambulances dans le cadre de ce programme d'appui au développement sanitaire au Burkina. Toujours dans ce même élan d'une nouvelle ambulance pour d'autres structures sanitaires de notre pays. C'est un don de la LONABE au ministère de la Santé pour accompagner la prise en charge des patients par la gestion efficace des urgences. Reportage de Yolande Lompo.
La nationale des Jeux du hasard soutient le ministère de la Santé dans sa lutte pour le bien-être des populations. Elle vient de faire don de 10 ambulances d'un montant d'environ 395 millions de francs CFA pour l'évacuation des malades. Ce sont des ambulances qui ont chacune une assurance tout risque d'1 an que nous allons vous remettre. Et comme on dit que ces ambulances ne vont pas dormir ici, je pense que les chauffeurs n'auront pas à s'inquiéter. Au cours de l'année 2014, nous aurons des infrastructures sanitaires que nous allons inaugurer ensemble. Tant que notre clientèle va nous faire confiance et va donc acheter nos produits, nous également, nous n'allons jamais nous lasser de venir pour en tout cas faire des dons. L'année dernière, 127 ambulances ont été acquises sur le budget de l'État et ce don devrait permettre de renforcer le système sanitaire. Je peux vous assurer que nous avons déjà plus ou moins affecté en tout cas une bonne partie. Je peux annoncer, de dire que nous allons renforcer Banfora parce qu'actuellement le CHR de Banfora fait beaucoup d'évacuations. Nous allons aussi regarder du côté de Thiébélé parce que c'est une zone qui est complètement à la lisière et qui est un peu éloignée du centre médical qui est Pau. Et nous allons regarder un certain nombre aussi de communes et de CHR pour lesquelles nous avons besoin de renforcer pour faire en sorte que de plus en plus les références des malades se fassent beaucoup plus aisément. Afin de doter chacune des formations sanitaires du Burkina Faso d'au moins 2 ambulances, l'Éné Sebgo a émis le vœu de voir d'autres acteurs emboîter le pas de la LONABE. Religion à présent, après plusieurs années d'apprentissage du Coran, une centaine de femmes de Ouagadougou peuvent être fières. Elles ont fini de mémoriser et de comprendre les saintes écritures. C'est une initiative de Cheikh Mohamedou Bandé qui entend renforcer les connaissances des femmes de l'islam. C'est le reportage signé Zalissa Sanfo. Ouedraogo Rihanata récite ici une des sourates du livre saint de l'islam, le Coran. Elle aura passé plus d'une dizaine d'années à mémoriser et à comprendre les écritures qui fondent sa foi. Aujourd'hui, comme elle, ce sont des centaines de femmes qui affirment avoir vu leur vie changer à l'issue de l'exercice. Vraiment, après la lecture du Coran, beaucoup de choses ont changé dans nos vies, dans la gestion du foyer et dans notre comportement de tous les jours. Tout apprentissage est difficile, mais cela en vaut la peine. Si la lecture du Coran leur a permis de raffermir leur foi, c'est pari réussi pour l'initiateur. Au début, elles étaient un peu sceptiques, certaines, à cause de leur âge. Voilà, aujourd'hui, elles sont fières, moi aussi. Leur exemple fait déjà cas d'école en Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger. Cette activité, le Cheikh Mahamoudou Bandé entend la perpétuer afin que les écritures saintes consignées dans le Coran soient décryptées à un grand nombre de personnes. Et toutes les femmes qui se sont distinguées à l'issue de cette fin de lecture du Coran et qui affichent un savoir-faire et être dans la pratique de la religion, mais aussi dans la compréhension des textes sacrés, vont être primées. Or, à présent, la finale de la Coupe Residec lancée par l'équipe Nouvelle Génération a été jouée hier samedi à Banfora dans les Cascades. La finale a été jouée en effet en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, par ailleurs président du comité d'orientation du Residec. Le reportage est signé Richard Yamiego. Le rideau s'est abaissé hier samedi à Banfora sur la première édition de la Coupe Residec. Residec en décodé, c'est le réseau de la citoyenneté pour le développement des cascades. Le tournoi a été lancé le 1er juin dernier et a réuni 16 équipes de jeunes autour des idéaux du Residec. Nous avons au niveau de l'appellation de la compétition, donc de la coupe, trouvé un concept fédérateur. Donc nous avons pris le concept de coupe de la citoyenneté. Nous avons besoin dans une démocratie, dans un état de droit, d'avoir des citoyens qui s'impliquent aux activités de la cité. Et la coupe, parce que le football est très fédérateur.
Le football offre aux populations, à la jeunesse, de grandes opportunités et de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se divertir. Et donc nous avons fait le choix justement de cette discipline pour lancer cette compétition. La finale s'est jouée entre G22 en tenue noir et blanc et culotte jaune, à nouvelle génération en bleu et jaune. Le match a mis du temps à désigner son vainqueur, tant les deux équipes avaient à cœur de s'inscrire dans l'histoire comme le premier vainqueur de la Coupe Récidec. C'est finalement Nouvelle Génération qui montera sur le podium, victorieuse par 1-0. En levée de rideau, la coordination Récidec, conduite par le président du comité d'orientation, et l'équipe des élèves du Récidec ont égayé le public par un match d'exhibition qui s'est déroulé sous une fine pluie. Résultat des courses, 2-0 en faveur de la coordination Récidec. Ainsi se referme votre journal. Merci de nous avoir reçus chez vous cette semaine. Je serai très heureux de vous retrouver dans quelques semaines pour d'autres journaux. Merci, au revoir et à prochainement.